Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Mes très chers amis, bien le bonjour. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne Ceci Info 91, chaîne destinée aux mâles et aux non-voyants, fondée par notre ami Alain Leclerc, chaîne destinée à vous informer sur une foule de sujets variés. Encore une fois, Alain et moi, nous demandons votre aide afin que, si cela ne vous dérange pas trop, cela prendra que quelques minutes de votre temps, peut-être une ou deux fois par semaine. Nous aimerions que vous publiez le lien de la page principale de la chaîne Ceci Info 91 YouTube sur vos murs de réseaux sociaux et ainsi aussi dans vos emails, d'en parler à vos amis. C'est tout ce que nous vous demandons. Merci d'avance. Les 7 merveilles du monde antique. La pyramide de Khéops, partie 18. Le complexe funéraire de Khéops, partie 4. Type de tombe. L'hypogée en archéologie, un hypogée, du grec hypo, sous, et gé, terre, est une tombe creusée dans le sol, sous-sol, flanc de colline. En égyptologie, cette tombe est plus précisément souterraine, comme dans la vallée des rois, par opposition aux tombes aériennes comme les mastabas. Lors de la période gréco-romaine, sur la côte syrienne, les traditions funéraires restent hellénistiques. Ainsi on y retrouve notamment des hypogées cruciformes, à côté d'autres types de sépultures, inhumations en pleine terre, sarcophages. Syringe, tombeau souterrain de l'Égypte ancienne où les sépultures sont précédées d'un couloir long et étroit. Ces immenses galeries, que les Grecs ont désignées sous le nom de syringes, sont décorées de sculptures et de peintures admirables, qui nous montrent le plus haut point de l'art égyptien, et la splendeur dont jouissait alors l'empire des pharaons. Les mastabas. Le mastaba est un édifice funéraire égyptien servant de sépulture aux rois des 2 premières dynasties, ainsi qu'aux hauts dignitaires, de l'époque archaïque au Moyen Empire. Ces tombes aériennes sont précédées dès l'Ancien Empire par des tombes souterraines logées à flanc de coteaux en bordure des nécropoles, telles les hypogées et les syringes. Les vestiges à demi enfouis de ces énigmatiques constructions rappelèrent aux Arabes du XIXe siècle les fameux bancs communément placés devant les demeures modernes. C'est pourquoi ceux-ci les baptisèrent ma'aba, terme arabe signifiant terrasse. Les mastabas sont souvent des tombes familiales et l'on y trouve donc plusieurs puits, et même parfois plusieurs caveaux dans un même puits, creusés à différentes profondeurs. Le plus célèbre de ces édifices est sans doute le mastaba el Pharaoun, sépulture royale de la 4e dynastie, dont l'aspect, en forme de sarcophage, tranchait avec la tradition de la forme pyramidale de cette période. Structure d'un mastaba. Extérieurement, un mastaba est une construction rectangulaire aux murs de briques crues ou de pierre taillée, d'abord droit, puis progressivement légèrement incliné vers l'intérieur comme la base d'une pyramide. Les matériaux de construction extérieure étaient initialement des briques faites de boue séchée au soleil, facilement disponibles sur le Nil. Même après l'utilisation de matériaux plus durables comme la pierre, toutes les structures monumentales, à l'exception des plus importantes, étaient construites en briques de boue. Les mastabas étaient souvent 4 fois plus longs que larges, et beaucoup atteignaient au moins une dizaine de mètres de haut. Ils étaient orientés nord-sud, ce qui, selon les Égyptiens, était essentiel pour accéder à l'au-delà. Une porte donne accès à une chapelle funéraire. Les parois de cette pièce,
parallèles aux murs extérieurs du mastaba, peuvent être recouvertes de scènes de la vie quotidienne du défunt. Sur le mur, face à la porte, est gravée une fausse porte qui mène symboliquement vers le royaume des morts. Cette porte est conçue pour faciliter le retour du défunt dans le royaume des vivants. Un puits, partant du sommet du mastaba, s'enfonce dans le sol jusqu'à plus de 20 mètres de profondeur selon l'importance du dignitaire et donne sur la chambre funéraire où repose le défunt dans son sarcophage. En Égypte ancienne, le sarcophage est nommé Nebank, ce qui en traduction littérale signifie maître de la vie, et sa forme symbolise une barque. Le sarcophage forme la couche externe de protection d'une momie d'une personne de haut rang social et est généralement composé d'une cuve extérieure et de l'emboîtement de cuves intérieures, autre sarcophage ou cercueil le plus souvent en bois. Il est souvent orné de représentations peintes ou sculptées du défunt, à l'exception du sarcophage de l'Ancien Empire. La cuve est rectangulaire avec couvercle plat ou voûté ou imite la forme du corps, sarcophage momiforme ou anthropoïde, elle a pour matériaux la pierre, calcaire, albâtre, granit, basalte, quartzite, etc., le métal, argent, or pour les souverains, ou le bois, peut être plaqué d'or, de pierres semi-précieuses. Origine des mastabas. Les mastabas sont une évolution des tertres funéraires, tumulus, élevés au-dessus des fosses où était déposé le défunt et son équipement funéraire à l'époque prédynastique. Ce tertre, qui représente la butte primordiale d'où naquit le soleil selon la mythologie héliopolitaine, devait être entouré d'une ceinture de pierre. L'infrastructure abritait la dépouille du personnage tandis que la superstructure était destinée à son culte. Époque archaïque. Les sépultures royales. Les sépultures royales d'Oum-el-Kaab marquent une continuité dans l'évolution des sépultures prédynastiques présentes sur le site. Au début de la première dynastie, l'infrastructure des tombes gagne en volume, le nombre de chambres et de magasins souterrains croît, ainsi que la profondeur et le nombre de tombes subsidiaires. Les reconstitutions de ce type de tombes reposent sur de nombreuses conjectures, difficilement vérifiables à l'heure actuelle. En effet, les pillages opérés durant l'Antiquité, ainsi que l'exploitation des briques crues par les Sebakins, ont provoqué la disparition totale des superstructures. Cependant, les dispositifs de couverture des chambres funéraires montrent que cette dernière devait être surplombée par un tumulus souterrain, symbolisant probablement la colline primordiale ou bien un tremplin pour que Pharaon puisse accéder au ciel. La superstructure aurait été un massif de sable et de gravier, recouvert par une couche de briques crues. L'expression consacrée pour désigner cet édifice est alors tumulus rectangulaire plutôt que mastaba ardent, bien que leurs plans d'ensemble respectifs ne puissent permettre de les distinguer. Tous les souverains de la première dynastie ont été inhumés à Oum-el-Kaab tandis que ceux de la deuxième dynastie choisirent comme lieu d'inhumation le site de Saqqara. Il faut attendre la fin de cette dernière dynastie pour que le choix traditionnel d'Oum-el-Kaab soit de nouveau opté d'abord par Péripsan, ensuite par Khazekemwi. Le successeur de ce dernier, Djézé, reviendra à Saqqara pour y faire édifier son monumental complexe funéraire. Mastaba de Nagada. L'un des plus anciens mastabas dont nous ayons connaissance se situe à Nagada, en Haute-Égypte. Celui-ci, découvert par Jacques de Morgan, daterait du tout début de la première dynastie et représente, selon Jean-Philippe Loher, le prototype des grands tombes à Redan. Son attribution reste très controversée. Il fut d'abord proposé, à partir des fragments d'inscriptions relevés sur le site, qu'il s'agissait du tombeau du souverain légendaire Ménet, identifié d'abord à Horahacha, ensuite à Narmé. Les dimensions peu communes de l'édifice vinrent renforcer l'idée que celui-ci était de nature royale. Cependant, à la suite des dernières fouilles effectuées sur le terrain, une des premières théories visant à y voir la sépulture de la reine Nétoté a été remise à l'ordre du jour. La présence en majorité d'objets de luxe gravés à son nom prouverait bien que cette reine bénéficia d'une sépulture aux dimensions plus ambitieuses que celle de son roi, située à Oum-el-Kaab. Sa superstructure représente l'archétype de ce style d'architecture. Un grand massif rectangulaire, mesurant 43,4 x 26,7 mètres, était limité par un mur en briques crues épais de 4,2 mètres, et orné de redans. Le noyau de ce massif était compartimenté par l'intermédiaire de murs de refend, ces derniers créant 5 chambres dont la chambre sépulcrale, située au centre du mastaba. Ce mastaba était lui-même ceint par un petit mur d'enceinte en briques crues. Il semble qu'il n'y eut aucune sépulture subsidiaire,
si commune dans les ensembles funéraires contemporains. Position des principaux sites funéraires de l'Égypte archaïque de Mastaba. Il y a peu, il était entendu que seuls 2 sites archéologiques d'importance détenaient des grands mastabas du type Nagada, en l'occurrence Oumelkab et Saqqara. Mais récemment, les études ont révélé que Giz, Elouan, Abu Rawash et Tarkan constituaient également des lieux d'inhumation privilégiés, le nombre élevé de sépultures et leur richesse architecturale en témoignent. Les égyptologues s'accordent aujourd'hui à attribuer les sépultures d'Abydos aux souverains des premières et deuxièmes dynasties, en partie pour cette dernière. Pourtant, les sites tels que Giz, Elouan, Abu Rawash, Tarkan et surtout Saqqara ont révélé des édifices funéraires dont la richesse architecturale surpasse bien souvent celle des tombes royales de Haute-Égypte. Ces monuments sont des mastabas à redans, ou encore mastabas à niche, ou mastabas décorés en façade de palais, construits pour l'élite égyptienne. Décor en façade de palais. Un soin tout particulier a été accordé à la décoration de leur superstructure. De dimensions imposantes, ceux-ci étaient parés, sous la première dynastie, de riches décors en façade de palais. Cet élément architectural acquit une valeur symbolique toute particulière dès l'époque prédynastique. Celui-ci se trouve d'ailleurs constamment représenté sur les sereks, dès l'époque Nagada II, 14, prouvant par là qu'il représentait un symbole royal majeur. La signification première de ce type de décor se perd dans les premiers âges de la culture égyptienne prédynastique et aucun accord n'a encore été trouvé à ce sujet. D'une origine égyptienne ou mésopotamienne, cette architecture est assurément associée à une volonté forte d'afficher sa proximité avec le pouvoir royal ainsi que sa place au sommet de la hiérarchie 15. L'appellation décor en façade de palais est très discutable puisqu'il ne subsiste rien des palais de cette époque. Nul ne sait donc quel était leur aspect. Il est toutefois très douteux que leurs murs étaient réellement percés de multiples portes à l'instar des enceintes à redans 16. Le symbolisme de ce motif ne devait sans doute pas avoir la même signification que ce fut dans un contexte civil ou bien funéraire. Dans une sépulture, les fausses portes permettaient peut-être au cas du souverain de pouvoir sortir afin de profiter des offrandes déposées par les prêtres, tandis qu'elles empêchaient aux vivants d'accéder dans la sépulture. Quoi qu'il en soit, la profusion de motifs, fausses portes, nattes, mat, de couleurs et de niches affichait la richesse du propriétaire. Les grands mastabas à redans, perchés en haut des collines situées à la lisière de la vallée et aux portes de la cité de Memphis, devaient imposer l'autorité royale, dont le siège était encore en Abydos. Les mastabas de la première dynastie, à l'instar des tombes royales de cette époque, étaient bordés de petites sépultures dont le nombre variait selon l'importance du propriétaire du mastaba et à l'époque à laquelle ce dernier fut édifié. Il a très tôt été suggéré que ces sépultures avaient accueilli les dépouilles de serviteurs, ou d'animaux, sacrifiés peu après la mort du haut fonctionnaire ou du souverain, serviteurs qui auraient, de cette manière, pu continuer à servir leur maître dans l'au-delà. Cette théorie fut longtemps jugée la plus pertinente par la communauté égyptologique. Seulement, depuis quelques décennies, celle-ci est de plus en plus remise en question. Et l'idée d'un sacrifice, dont la réalité est attestée aux époques prédynastiques, doit être plus nuancée et ne concerner que quelques cas particuliers. La pratique de ces inhumations disparut progressivement pour disparaître dès la fin de la première dynastie. La deuxième dynastie marque une étape dans l'évolution des grandes sépultures. Le décor en façade de palais disparaît progressivement, remplacé par une simple niche fausse porte. Les aménagements souterrains, quant à eux, sont de plus en plus complexes et préfigurent ceux du complexe funéraire de Djézé. Tombeau mastaba des premières, deuxième, troisième et quatrième dynasties de l'ancien empire égyptien. Les sépultures royales de la première dynastie étaient entourées par les tombes subsidiaires de serviteurs, mais cette coutume disparut avec la deuxième dynastie. C'est durant la quatrième dynastie que cette pratique fut renouvelée. La pyramide de Méidom est au centre d'un vaste complexe comprenant de nombreux mastabas affichant des éléments architecturaux traditionnels, mais aussi quelques innovations que l'on retrouvera dans les tombes privées de l'Ancien Empire. C'est ainsi que les grands pharaons de cette dynastie s'entourèrent des hauts dignitaires ayant officié durant leur vie terrestre, et qu'ils s'assurèrent de leur service pour leur existence céleste. Les mastabas M17, M16, Néferma et M15, Raoté, de la nécropole de Méidom figurent parmi les plus imposants jamais bâtis par les anciens Égyptiens.
Ceux-ci révélèrent en outre un art très raffiné et des œuvres peintes des plus remarquables que l'Égypte nous ait léguées, roi de Méidum. La nécropole des hauts fonctionnaires du complexe funéraire de Khéo est sans contexte le plus vaste des cimetières privés à Mastaba érigés pour servir un souverain dans l'au-delà. Mastaba de Giz, le complexe funéraire de Khéo se trouve être lui-même au centre d'une vaste nécropole, l'une des plus vastes de la Basse-Égypte, composée de mastaba et de tombes ayant appartenu à des hauts fonctionnaires et des membres de la famille royale contemporain du règne de Khéo et d'autres un peu plus tardives de la 4e à la 6e dynastie. Le mastaba, contemporain de Khéo, suit un plan normalisé décrivant une substructure composée d'un puits vertical aboutissant à une chambre funéraire et une superstructure rectangulaire en pierre calcaire dans laquelle était aménagé un lieu de culte funéraire indiqué par une stèle fausse porte protégée par une chapelle funéraire. Les tombeaux de cette époque sont caractérisés par une décoration très sobre, rompant le lien avec la tradition ornementale du règne précédent. Cependant, le répertoire iconographique s'enrichira au fil du temps et passera des représentations de scènes de repas funéraires à la 4e dynastie aux scènes de la vie quotidienne de la 6e dynastie, plus riches et plus personnalisées dont le développement imposera l'accroissement des surfaces à décorer et, par conséquent, du nombre de salles funéraires. Des sculptures typiques du règne de Khéo et de cette nécropole ont été découvertes dans de nombreux mastabas. Il s'agit des têtes de réserve. Fabriquées en plâtre, elles présentent chacune une forte individualité et leur destination, sans doute rituelle, est encore mal comprise. On distingue 3 groupes principaux dans cette nécropole, le cimetière Est, le cimetière Sud, où j'ai une seconde, et le cimetière Ouest. Les cimetières Ouest et furent en grande partie étudiés par l'égyptologue Georges Andrew Resnais. Mastaba de Chepseskaf, commanditaire Chepseskaf, 4e dynastie, autre nom que Pchepseskaf. QBSPSSK égale à F, Chepseskaf est rafraîchi, nom arabe, Mastaba el Pharaon, le banc du pharaon, construction entre 2472 et 2467 avenue J, C. Type Mastaba, hauteur 18 mètres, basse 99,6 x 74,4 mètres, inclinaison 65 degrés, coordonnées 29 degrés 50 minutes 20 secondes de nord, 31 degrés 12 minutes 54 secondes est. Le Mastaba el Pharaon est le nom donné par les Égyptiens contemporains au tombeau de Chepseskaf, dernier souverain de la 4e dynastie. Ce tombeau marque un tournant dans l'édification des tombes royales de l'Ancien Empire. En effet, depuis la 3e dynastie, chaque pharaon se fait édifier un complexe funéraire dont le principal monument est une pyramide qui atteint avec la 4e dynastie des proportions colossales et une perfection géométrique qui force l'admiration depuis l'Antiquité. Non seulement Chepseskaf rompt avec le choix de ses prédécesseurs de bâtir le complexe funéraire en face d'Héliopolis, en faisant établir le sien propre à Saqqara, mais plus encore la rupture semble être complète par l'édification non plus d'une pyramide mais d'un gigantesque mastaba qui néanmoins est inclus dans un complexe funéraire. Ce fait est diversement interprété par les égyptologues. Certaines théories penchent en faveur d'un complexe inachevé en raison de la brièveté du règne, ce qui expliquerait que la plupart des éléments du complexe sont en briques crues. D'autres militent pour une remise en question du dogme héliopolitain, le choix de la forme du monument, qui s'apparenterait soit à une reproduction du sanctuaire primitif de Boutos, soit à un gigantesque sarcophage démontrant une volonté affichée du roi de se rapprocher du mythe osirien. Quoi qu'il en soit, ce tombeau à l'écart des sentiers battus reste une œuvre typique de la 4e dynastie par la disposition des appartements funéraires royaux, le choix des matériaux de construction et de revêtement du monument ou encore par le plan du complexe funéraire dans son ensemble. Le complexe funéraire, ce complexe adopte le schéma classique des complexes mis au point pour les souverains de la 4e dynastie avec un temple de la vallée et une chaussée montante le reliant à un temple funéraire inclus dans le péribole ceignant le tombeau royal. Le temple de la vallée n'a pas encore été localisé avec précision et n'a donc fait pour le moment l'objet d'aucune fouille. La première originalité se trouve dans la double enceinte de briques crues qui délimite ainsi 2 espaces imbriqués. L'enceinte interne fait le tour du mastaba à une distance d'environ 10 mètres, celle externe étant distante d'environ 48 mètres de la première. La chaussée traverse cette enceinte externe pour aboutir au temple cultuel accolé au monumental mastaba. La seconde originalité de ce complexe réside précisément dans le tracé de la chaussée déportée sur le sud du temple plutôt que dans l'axe du monument.
Ce tracé semble d'ailleurs ne pas être rectiligne mais brisé au premier tiers de son parcours obliquant vers le nord, emplacement perdu mais probable du temple de la vallée. Le temple funéraire ou templo est mieux connu. Accolé à la face et du tombeau royal, à l'instar des autres complexes funéraires royaux de la dynastie, il se composait d'une avant-cour donnant sur le temple cultuel. Ce dernier comportait une seconde cour, destinée au rite de purification des offrandes avant leur présentation dans les salles réservées au culte du roi défunt à l'arrière de l'édifice. Un système d'évacuation des eaux de libation a pu être identifié sur le site et le mur nord du temple a livré des vestiges d'une décoration en façade de palais, ce qui ne s'était pas produit depuis le temps de Djézé. Par ailleurs, ce templo et sa double enceinte comportaient deux accès. L'un traditionnel depuis la chaussée et donc dans le cas présent par le sud, l'autre dans l'axe oriental du complexe. Ce point semble indiquer un changement dans la pratique cultuelle car on ne trouve pas ce double accès dans les temples funéraires précédents. L'ensemble est comparable au plan du temple de la vallée de Mikerino et c'est précisément cette ressemblance qui interroge la fonction finale de l'édifice. Autre point de rupture avec les temples funéraires des prédécesseurs de Chepseskaf. Si le sien comporte en effet une salle ou une cour comportant une stèle fausse porte, il ne comprend en revanche aucune salle de culte à 5 niches. Ce dernier changement démontrerait selon certaines hypothèses que ce monument répondait à des obligations théologiques différentes, pour ne pas dire divergentes, de celles adoptées par la plupart des souverains de la 4e dynastie. Par ailleurs, si la partie cultuelle est bâtie en pierre, l'ensemble du complexe est achevé en briques crues, fait qui pourrait confirmer que le trépas du roi vint interrompre le chantier du complexe funéraire qui sera alors complété à la hâte par son successeur, soit l'hypothétique Djedefta, soit Touzerkaf. Des vestiges de statues royales de Chepseskaf ont été retrouvés dans ce complexe funéraire indiquant que son culte a bien été pratiqué et sont conservés au musée du Caire. Le tombeau royal initialement et lorsque le monument était achevé, le tombeau de Chepseskaf se composait d'un gigantesque édifice dont la construction est dans la droite ligne des édifices de la 4e dynastie tant par la qualité des matériaux usités que par leur taille. Actuellement le monument se présente sous la forme d'un grand mastaba à 2 degrés de 5 à 6 de blocs de calcaire local. Ces blocs sont colossaux et s'apparentent dans leur disposition aux constructions pyramidales des prédécesseurs de Chepseskaf. L'ensemble était recouvert d'un revêtement de calcaire fin de Toura, disparu aujourd'hui, qui reposait sur les premières assises conçues en granit rouge d'Assouan à l'instar des revêtements des pyramides de Gizeh. Là s'arrête la comparaison car en lieu et place d'un monument pyramidal l'architecture choisie pour édifier le tombeau royal rompt avec la tradition. Orienté nord-sud, ce bâtiment mesurait initialement 99,60 mètres de longueur sur 74,40 mètres de large pour une hauteur dépassante d'environ 18 mètres, avec des murs accusant un fruit à la forte inclinaison de 65 degrés. Le toit du monument était bombé à l'image des représentations classiques du tombeau dans les reliefs et descriptions antiques. Il semble que dès sa conception ce monument fut pensé sous cette forme rectangulaire qui, si elle rappelle aujourd'hui celle d'un mastaba, devait autrefois prendre l'aspect de la chapelle primitive du sanctuaire de Bhutto ou encore d'un tombeau primitif de l'époque Tinite ou plus traditionnellement celui d'un monumental sarcophage, ces trois exemples répondant à des notions architecturales équivalentes lorsqu'ils sont transposés à une telle échelle. Les restitutions proposées par les égyptologues reprennent la plupart du temps l'exemple du sarcophage colossal. Les appartements funéraires plan du mastaba et des appartements funéraires le dispositif souterrain dont l'accès reste traditionnellement sur la face nord du monument, reprend celui existant chez Mikerino en le simplifiant et en lui donnant un plan plus cohérent. L'ensemble a été bâti en maçonnerie entièrement paré de granit rouge d'Assouan au fond d'une fosse, d'une profondeur de 7 mètres, creusée dans le plateau calcaire du site. Ce dispositif rappelle les grandes excavations de Zawiya et Larian ou d'Abouraouach sur une échelle moins spectaculaire. Un premier couloir s'enfonce sur une 20,75 mètres, aujourd'hui 16,30 mètres, dans le massif du monument, selon une pente de 23 degrés 30, et poursuivant dans la fosse, débouche sur un corridor obturé par 3 porticulis de granit. Après cette section, le passage passe à l'horizontale. Au début, elle forme une petite chambre de 2,67 mètres de long et de 2,00 mètres de haut. Derrière cette chambre suivent 3 pierres encore ancrées dans le plafond. À ce stade, le passage a une largeur de 1,10 mètres et sa hauteur diminue à 1,27 mètres. Ici,
Les murs et le plafond sont recouverts de granit. Après la chute des pierres, la hauteur du passage augmente à nouveau, mais le sol est très irrégulier à cet endroit, car il n'était plus pavé. Après une nouvelle réduction de la hauteur à 1,20 m et à une distance horizontale totale de 19,46 m, le passage mène finalement à l'antichambre. L'antichambre a une longueur et ouest de 8,31 m, une largeur de 3,05 m et une hauteur de 5,55 m. Elle était couverte par un système de dalles monolithiques en granit non poli disposées en chevron. De son côté ouest, un couloir de 1,20 m de haut, 1,11 m de large et 1,54 m de longue avec une pente de 10°30' mène à la chambre funéraire. Elle mesure 7,79 m de long, 3,85 m de large et 4,90 m de haut. Elle possède un toit également composé de dalles monolithiques de granit non poli disposées en chevron, et dont le soffit avait été retaillé en cintre, lui donnant l'aspect d'une voûte. Cette particularité se trouve également dans les appartements funéraires de Michelino à Gise. Lors de l'exploration du caveau des débris d'un sarcophage, qui était probablement fait de grauwacke ou de basalte, à la décoration en façade de palais dotée d'une gorge égyptienne a permis de restituer une œuvre similaire au sarcophage de Michelino. Depuis l'angle sud-est de l'antichambre, un couloir mène plus au sud. Il mesure 10,62 m de long, 1,14 m de large et entre 2,10 et 2,30 m de haut. Sur son côté est, il y a 4 niches étroites, une autre sur son côté ouest, directement en face de la niche orientale la plus reculée. Les niches orientales ont une longueur de 2,10 à 2,27 m, une largeur de près de 0,80 m et une hauteur de 1,40 m. La niche occidentale a une longueur de 2,65 m et une largeur de 1,16 m. Ces niches devaient abriter le mobilier funéraire du roi. Histoire du monument dans les inscriptions officielles désignant le complexe funéraire de Chepseskaf. Le déterminatif mère désignant la pyramide est systématiquement employé. Les appartements funéraires de cette tombe sont par ailleurs semblables à ceux d'une pyramide. Les matériaux employés restent en taille et en qualité des matériaux analogues à ceux utilisés pour l'édification des pyramides de Gizeh par exemple. Le complexe reprend les éléments essentiels des complexes pyramidaux avec un temple bas, une chaussée et un temple haut accolés à la face et du cénotaphe royal. Tout semble indiquer qu'initialement Chepseskaf avait l'intention de se faire bâtir une pyramide bien que le choix de son emplacement marque une réelle rupture avec la nécropole dynastique traditionnelle. Cependant ces faits semblent se contredire avec les résultats des études menées sur le monument depuis Mariette jusqu'à Hawass en passant par Gustave Jecquier qui le premier en dressa un plan complet. En effet, ces travaux démontrent qu'il n'y a pas eu de changement au cours de l'édification du monument et que s'il a été en effet achevé à la hâte, notamment en ce qui concerne le temple funéraire et sa double enceinte, son plan avait été dès le départ celui du monument que nous connaissons aujourd'hui. De plus, les différences notoires et sans précédent dans le plan du temple funéraire incitent à penser qu'il y a eu de la part du roi une volonté délibérée de marquer le pas et de ne pas s'associer à l'entreprise titanesque de ses prédécesseurs et probablement à la théologie qui la soutenait. Sa mort, sans doute prématurée, intervint alors que le caveau et le monument principal du complexe étaient en voie d'achèvement et le temple funéraire en cours d'édification. Chepseskaf reçut un culte jusqu'à la fin de la 6e dynastie, qui sera réactivé au Moyen Empire à la suite de la période d'anarchie de la première période intermédiaire. Fonction d'un mastaba. Le mastaba est à la fois une sépulture pour l'enveloppe charnelle du défunt et le lieu de résidence de son ka. C'est pour cette raison que la forme du mastaba rappelle celle d'un palais. Qu'est-ce que le ka? Le ka est une composante immatérielle des dieux et des hommes. Cette notion n'a pas d'équivalent dans les langues européennes contemporaines. À la suite du français Gaston Maspero, les égyptologues de la fin du XIe siècle et du début du XX siècle ont traduit ce concept par double. Cette interprétation découle de certaines scènes où l'on voit le dieu bélier Knoam façonner conjointement le prince royal et son ka sur son tour de potier. Visuellement, le prince et son ka ont l'air de véritables jumeaux, le ka n'étant distingué que par le signe hiéroglyphique des 2 bras levés qu'il porte sur sa tête. Lorsque le ka du pharaon régnant est représenté, il est le plus souvent figuré comme un petit homme vêtu d'un pagne debout derrière le roi. Dans une main, le ka tient une plume d'autruche symbole de la déesse Ma et du dieu Chou,
respectivement les personnifications de l'harmonie cosmique et du souffle vital. Dans l'autre main, le Ka tient un long bâton surmonté par la tête du pharaon. Sur la tête du Ka, le sigle hiéroglyphique des deux bras pliés à angle droit enserre serait, palais stylisé, dans lequel est inscrit le nom d'Horus, un des 5 éléments de la titulature royale. L'unique représentation ronde bosse d'un Ka royal qui nous soit parvenue est la statue en bois du Ka de Haut-Tibréor de la XIIIe dynastie, découverte à Dachour. Elle est à présent conservée au musée égyptien du Caire. Haute de 1,70 m, la statue apparaît maintenant complètement nue, debout et dans l'attitude de la marche. Elle conserve cependant les traces d'un collier, d'une ceinture et d'un pagne, tandis que les mains devaient originellement tenir un sceptre et un bâton. Force vitale. Le Ka est une notion complexe à laquelle il est impossible de donner une définition homogène, les différentes attestations pouvant se montrer contradictoires entre elles. Pour les anciens Égyptiens, le Ka est, entre autres, la vitalité d'un être, à savoir la faculté d'accomplir tous les actes de la vie. Le pluriel du mot, Kaou, désigne les aliments solides ou liquides qui permettent l'entretien de la vie. Le Ka est donc aussi une notion qui englobe le bien-être et la santé. Lorsque les Égyptiens trinquent ensemble, la boisson est portée à ton Ka. Point. D'après une maxime de l'enseignement de Ptah-Hotep, se rassembler et manger à une table commune est un rite qui vise à célébrer le Ka. Participer à un banquet organisé par un supérieur hiérarchique est une grâce divine et honneur qu'il ne faut pas gâcher par un comportement inadéquat et maladroit, maxime numéro 7. Dans ce contexte, le Ka est une sorte d'énergie qui s'incarne tant dans celui qui reçoit les convives que dans les nourritures qui sont servies. Chaque invité se doit de respecter ce moment de partage en adoptant un comportement respectueux et convivial. Tout comportement négatif et disharmonieux serait une abomination pour le Ka. Aussi, par métonymie, l'expression c'est un Ka désigne l'homme sage âgé qui a réussi dans la vie ou le jeune homme qui est promis un bel avenir. Début de citation. Si tu es un homme qui fait partie de ceux qui sont assis à la table d'un plus grand que toi, accepte ce qu'il donne, de la manière dont cela sera placé devant ton nez. Regarde ce qui est devant toi, ne disperse pas par quantité de regards, c'est l'abomination de l'énergie, Ka, que d'être harcelé. Parle lorsqu'il s'adresse à toi, et que ton discours rende le cœur heureux. Quant au grand, assis derrière les pins, que son comportement se conforme à la directive du Ka. Il fera un don à celui qu'il distingue, c'est la coutume, à la tombée de la nuit. C'est le Ka qui étend ses bras. Le grand fait un don à celui qui a atteint la condition d'homme, de qualité. Les pains sont mangés conformément à la volonté de Dieu, c'est l'ignorant qui s'en plaindrait. Fin de citation, enseignement de Ptah-Hotep, Maxime 7. Traduction de Christian Jacques. Transmission du Ka. Si le Ka peut être défini comme une sorte d'esprit double ou comme une énergie vitale, cette composante de la personnalité peut aussi être perçue comme un principe dynastique légitimant qui passe du père au fils aîné, son héritier. Le sigle hiéroglyphique se présente comme de bras dressés vers le haut. Il faut cependant le voir comme de bras tendus vers l'avant pour étreindre et embrasser quelqu'un. Le Ka est le symbole des liens intergénérationnels qui subsistent par-delà la mort grâce au culte funéraire. Dès les textes des pyramides, le dieu Osiris est présenté comme étant le Ka d'Horus, ce qui revient à dire que le pharaon défunt est le Ka du pharaon vivant, au accent circonflexe Osiris, roi. Horus t'a protégé, il a agi pour son Ka, que tu es, pour que tu sois satisfait en ton nom de Ka satisfait. Texte des pyramides chat 356, extrait. Traduction de Jean Assmann. Un autre passage des textes des pyramides montre que le Ka se transmet du père au fils lors d'une embrassade. Le modèle est le dieu créateur Atoum, père des jumeaux Chou et Tefnou. Le prêtre ritualiste souhaite que le défunt pharaon bénéficie aussi de cette énergie, pour sa personne et son monument funéraire, le pharaon étant considéré comme le juste successeur du dieu des origines. Atoum Ré, tu as craché Chou, tu as expectoré Tefnou, tu as mis tes bras autour d'eux comme les bras du Ka, pour que ton Ka soit en eux. Atoum, puisses-tu mettre tes bras autour du roi, autour de ce monument, autour de cette pyramide, comme les bras du Ka, pour que le Ka du roi soit en lui, durable à tout jamais. Texte des pyramides chat 600, extrait. Traduction de Jean Assmann. Aller à son Ka. Les expressions aller à son Ka et être réuni à son Ka sont des euphémismes qui servent à désigner la mort.
L'existence humaine n'est possible que si le corps et le cas sont intimement liés. Or, la mort disloque cette union. Privé de sa force vitale, le corps se désagrège en se putréfiant. Privé de corps, le cas n'en reste pas moins une force latente. Cette vitalité ne disparaît pas, mais s'en retourne à ses origines. Le cas passant du Père au Fils, le Dieu créateur est le premier maillon de cette chaîne de transmission. D'après les textes des sarcophages, 1 million de cas sont dans la bouche de Ré, chat 648, signifiant par là qu'il est un réservoir inépuisable de vitalité et de magie créatrice. Un culte funéraire bien organisé permet aux défunts de devenir un ima, un vénérable autorisé à posséder un tombeau monumental. Ce statut social post-mortem, lui assure de pouvoir évoluer dans le monde des ancêtres et des dieux. Lorsqu'un mort part pour la nécropole, il va à son cas, c'est-à-dire qu'il retrouve sa part de force vitale. Mais, tout comme les vivants, les ancêtres se doivent d'entretenir leur vitalité en consommant des nourritures. Dans la chapelle qui surmonte le tombeau souterrain, les statues et représentations murales du défunt servent d'intermédiaires. C'est à ces supports immobiles, réceptacles du cas, que la famille présente les offrandes funéraires. Dans les textes des pyramides, le prêtre ritualiste décrit l'union du pharaon avec son cas. Uni avec son double, le pharaon monte, tel un dieu, vers les contrées célestes afin de rejoindre le Créateur. Pendant que le prêtre psalmodie son texte sacré, il diffuse de l'encens. Cette fumée parfumée qui monte au ciel est perçue comme le symbole de l'ascension royale d'un pharaon divinisé bien pourvu de son cas, formule à réciter 4 fois, ne le laisse pas s'en échapper. Prends garde de ne pas le laisser s'en échapper. Il est parti, celui qui est parti avec son cas. Il est parti, Horus, avec son cas. Il est parti, Seth, avec son cas. Il est parti, Tho, formule à réciter 4 fois. En sang brûlé, avec son cas. Il est parti, Dunanui, avec son cas. Il est parti, Osiri, avec son cas. Il est parti, Kantirti, avec son cas. Tu es parti toi aussi avec ton cas. Ô accent circonflexuna, le bras de ton cas est devant toi. Ô accent circonflexuna, le bras de ton cas est derrière toi. Ô accent circonflexuna, si je t'ai donné l'œil d'Horus dont ta face est pourvue, c'est pour que le parfum de l'œil d'Horus diffuse vers toi. Claude Carrier, texte des pyramides du pharaon Ouna, chapitre 2577. Serviteur du cas dans la pensée égyptienne, la mort n'est pas une fin mais un passage conduisant d'une existence vers une autre. Tout comme les vivants, les défunts ont des besoins élémentaires à satisfaire, manger, boire ou s'habiller. Le culte aux ancêtres nécessite d'importants moyens financiers pour assurer le creusement du tombeau, la construction d'une chapelle ainsi que la production et le transport des offrandes. Dans une telle vision, chaque vivant se doit de préparer son existence post-mortem afin de ne pas se trouver au dépourvu. Ce fait est d'ailleurs vivement encouragé par les sages dans leurs écrits. Dès l'Ancien Empire, ces besoins funéraires ont mené à la formation de structures économiques spécialement dédiées à l'affectation de biens aux défunts. Ces biens sont fournis soit par le pharaon et son administration, soit par des fondations privées, les Perudjais, financées à partir de fonds propres. L'organisation du culte, à l'origine, est à la charge du fils aîné. Cependant, très vite, l'exercice quotidien du culte a été confié à des prêtres professionnels, les serviteurs du cas. Les modalités du culte et leur financement sont prévues et organisées d'après un ou plusieurs contrats juridiques conclus du vivant de la personne pour après son décès. Ces contrats étaient mis par écrit sur papyrus mais certains notables, pour renforcer leur valeur n'ont pas hésité à les faire figurer sur les parois de leur tombeau. Un des exemples les plus instructifs sont les 10 contrats passés entre le gouverneur Apinjefaï d'Assiou avec son prêtre du cas, sous la 12e dynastie. La statue de Apinjefaï, en tant que réceptacle du cas, est le bénéficiaire d'offrandes journalières et annuelles, fêtes funéraires, nouvel an, processions, etc. Les rites sont effectués par les ouabs, les prêtres purs sous la supervision du prêtre du cas. Vois l'ensemble de ces affaires à propos desquelles j'ai conclu un contrat avec ces prêtres ouabs sont sous ta responsabilité. Et vois, c'est le serviteur du cas d'un homme qui préserve ses affaires, qui établit son pain d'offrande. Garde-toi d'en annuler quelque chose. Que quiconque conteste les affaires que je leur ai confiées, et tu feras en sorte que ton fils, ton héritier, qui sera pour moi serviteur du cas, juge cela. Vois
Je t'ai pourvu en terre, en homme, en bétail, en jardin et en toutes choses, afin que tu puisses accomplir pour moi les rites avec zèle. Veille sur tous mes biens que j'ai placés sous ta responsabilité. Vois, c'est devant toi par écrit. Mandat donné au serviteur du cas, extrait. Traduction de Raphaël Bertrand. Des mastabas aux pyramides. Avec les débuts de la troisième dynastie, vers -2700 à -2600, les mastabas sont devenus des pyramides à degrés, constituées de plusieurs étages successifs ayant la forme globale d'un escalier gigantesque s'élevant vers le ciel. La première et la plus célèbre de ces pyramides à degrés est la pyramide de Djézé à Saqqara, dont l'architecte était Timothée. Celui-ci voulut ériger une pyramide à degrés s'élevant, tel un escalier gigantesque, vers le ciel afin de symboliser l'ascension du défunt du monde souterrain vers les cieux. L'étape suivante de l'évolution des pyramides à degrés fut l'édification par le roi Snefrut d'une pyramide dite rhomboïdale sur le site de Dachour. La pyramide rhomboïdale est un intermédiaire entre les pyramides à degrés et les pyramides à face lisse. La pyramide rhomboïdale est une pyramide dont les faces lisses constituent une pente par morceaux dont l'inclinaison est différente. Le fait que la pente n'est pas uniforme tout au long de la pyramide, mais rhomboïdale, provient de ce que les architectes à l'origine de cette pyramide pensaient que la pente initiale était trop prononcée et fragilisait la construction, ils la transformèrent donc suivant la forme décrite précédemment. Ce type de pyramide est donc la dernière étape menant au stade ultime de l'évolution des pyramides d'Égypte vers les pyramides à face lisse de la 4e dynastie, vers -2573 à -2454. Parmi les plus célèbres on trouve les pyramides de Khéops, Képhren, et Mykerino, à Gizeh au Caire. Qu'est que le monde souterrain des Égyptiens? Dans la mythologie égyptienne, les champs Dialou ou champs des roseaux, en égyptien ancien Yarwa, sont l'endroit où les âmes justes viennent se reposer si elles ont passé toutes les épreuves de la mort. Ce monde est à la fois souterrain, terrestre et céleste. La végétation y est abondante, il y a des champs à perte de vue. Les champs Dialou sont protégés par Anubi, dieu à tête de chacal, il est le gardien des portes de l'au-delà. Du livre pour sortir le jour dans le chapitre 110 du livre pour sortir le jour, les champs des roseaux constituent le domaine du dieu Osiris où le mort est assuré d'excellentes moissons. Osiris étant, en effet, la divinité funéraire par excellence, son domaine primitif se trouvait dans les lagunes du lac Manzal. C'était là que les Mandésiens plaçaient le Sokayalou, le champ des fèves, refuge des âmes. Gaston Maspero écrit que, les champs Dialou suivirent la même fortune que les îles bienheureuses des Grecs, ils se déplacèrent à mesure qu'on connut mieux la géographie de l'Égypte et des contrées environnantes. Ils partirent naturellement vers le nord-est, dans la direction qu'indiquait leur situation primitive. Plusieurs traits du mythe d'Osiris montrent qu'une de leurs premières étapes fut sur la côte de Phénicie. C'est en Phénicie, à Byblo, que le courant emporta le corps du dieu, qu'Il se réfugia, qu'abordait chaque année la tête en papyrus jetée dans le fleuve par les prêtres d'Égypte. Je ne sais si de Phénicie les champs de la Loue ne passèrent point sur la côte plus lointaine d'Asie mineure, le certain, c'est qu'ils quittèrent bientôt la terre pour s'élever au ciel. C'est au chapitre 110 du livre pour sortir le jour, le livre des morts, qu'apparaît le défunt dans les champs Dialou. La moisson y est foisonnante, le défunt peut apprécier les champs à perte de vue, et y voirait, Osiris est au chaque jour ou recevoir des offrandes. Une peinture dans la tombe de Senedjem, Tétéen, dans le village de Der El Médine, montre ces champs Dialou grouillant de vie, avec beaucoup de fleurs, palmiers d'oum, palmiers dattiers, sycomores, genévriers, etc. Le défunt, avec sa femme, y cultive de grands champs de blé, vêtus de ses plus beaux apparats, des vêtements de lin blanc. On les voit lors des 3 saisons du calendrier égyptien, ils préparent le terrain à l'aide de vaches tirant une arère, puis sèment les graines. Lorsque le blé haut est doré, ils le récoltent à l'aide d'une faucille. Scène de la vie agricole dans les champs Dialou, ou champs des roseaux. Tombe de Senedjem. Haute-Égypte, Thèbes-Ouest, Der El Médine. Nouvel Empire 19e dynastie Maléder-Grad Kamé Dessenudem 001 JPG. Le champ des roseaux, domaine d'Osiris. Tombe de Senedjem. Facsimile du Mai, le champ des roseaux, domaine d'Osiris. Tombe de Senedjem. Facsimile du Mai. Égyptien Harvest JPG. On a souvent comparé ce lieu à un paradis champêtre. Les champs Dialou sont l'une des origines possibles de la légende des Champs-Élysées grecs.
Fin du podcast, bye bye, ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.